Le jour de mon anniversaire, maman a dit, nous avons vendu ta voiture et retiré l'argent de ton fonds universitaire. Ta sœur mérite un nouveau départ. Puis elle a fait glisser un contrat de prêt. Co-signe sa dette de 23 000 € ou fiche le camp. Je n'ai pas discuté. J'ai juste fait mes valises. Au matin, ma sœur paniquait. Nous avons vendu ta voiture et retiré l'argent de ton fonds universitaire. Ton frère mérite un nouveau départ. C'est la première chose que j'ai entendue le jour de mon 19e anniversaire. Pas de « joyeux anniversaire », pas de bougies, pas de blague sur le fait que j'allais bientôt avoir 20 ans. Juste cette phrase, lâchée sur la table de la cuisine comme une bombe. J'étais encore en pyjama, les cheveux en désordre, les pieds gelés sur le carrelage. J'étais descendu parce que j'avais senti l'odeur du café et que j'avais osé espérer qu'une boîte à gâteaux se cachait quelque part. À la place, il y avait une pile de papier. Ma mère était assise d'un côté de la table, les mains jointes trop proprement, les yeux un peu trop brillants, comme si elle avait répété ce discours dans le miroir. Je la fixais, attendant la chute. Elle n'est pas venue. Elle a poussé la première feuille vers moi. Ceci est un contrat de prêt, a-t-elle dit. Ton frère doit 23 000 €. Si tu co-signes, la banque le restructurera. Si tu ne le fais pas, nous ne pourrons plus vous avoir tous les deux sous ce toit. Mon nom était déjà tapé sur la ligne pointillée, comme si ma décision n'était qu'une formalité. Ma gorge s'est serrée. Vous avez vendu ma voiture, ai-je répété lentement. Cette vieille voiture ne valait pas grand-chose, mais c'était la mienne. J'avais travaillé nuit et week-end pour aider à la payer. Et mon fonds universitaire. Nous n'avions pas le choix, a-t-elle dit. Il a besoin d'une chance de réparer sa vie. Tu es intelligente. Tu trouveras une solution. C'est ce que fait une famille. Nous nous sacrifions tous. Sacrifice familial. Choix de mots intéressants pour des gens qui venaient de brader mon avenir comme si c'était une lampe de rechange dans le garage. Je voulais crier. Je voulais renverser la table, déchirer les papiers, lui demander si elle avait ne serait-ce qu'une fois pensé à ce que je voulais. Mais ses yeux se durcissaient déjà, comme si elle se préparait à une dispute qu'elle avait décidé de ne pas perdre. Alors j'ai fait la seule chose à laquelle elle ne s'attendait pas, je n'ai pas discuté. J'ai ramassé les papiers, mes mains stables malgré mon cœur qui battait la chamade. J'ai parcouru les lignes, senti le poids du piège qu'elle me tendait, et je les ai calmement reposés. J'ai compris, ai-je dit doucement. Ses épaules se sont détendues d'une fraction, confondant mon silence avec de l'obéissance. Mais dans ma tête, quelque chose s'est mis en place. S'ils pouvaient décider de mon avenir sans me le demander, alors je pouvais décider du leur sans préavis. Ils pensaient que c'était le jour où ils m'acculaient au mur. Ils n'avaient aucune idée que c'était le jour où je commençais à planifier ma sortie. Ce n'est que le premier acte d'une trahison familiale qui transformera mon anniversaire en un jour où tout change. Si vous pensez que vendre ma voiture et vider mon fonds universitaire est la pire chose qu'ils aient faite, attendez de voir jusqu'où ils me pousseront et ce que je ferai quand je riposterai enfin. Restez à l'écoute. Je n'ai rien signé à cette table. J'ai monté le contrat de prêt à l'étage comme si c'était un animal mort que je n'arrivais pas à lâcher. Ma mère a appelé mon nom une fois, puis une autre, plus sèchement. Mais j'ai continué à marcher. La porte de ma chambre s'est refermée derrière moi, et au moment où le loquet s'est enclenché, le masque est tombé. Mes mains se sont mises à trembler. J'ai appuyé mon dos contre la porte et je me suis laissé glisser jusqu'au sol, les papiers se froissant dans mon poing. 19 ans le jour de mon anniversaire. Ils avaient déjà vendu ma voiture sans me le dire. Ils avaient déjà vidé le compte que j'avais regardé une centaine de fois en murmurant « c'est ma porte de sortie ». Et maintenant, ils voulaient que je m'enchaîne à la dette de quelqu'un d'autre en plus de tout ça. J'aurais pu pleurer. Au lieu de ça, j'ai ouvert mon placard, la valise d'abord, puis le petit sac de sport. J'ai agi automatiquement, comme si mon corps avait répété ce moment en secret pendant des années. L'essentiel seulement. Mon ordinateur portable. Des carnets remplis d'histoires inachevées. Le livre de poche usé que je relisais quand j'avais besoin de me souvenir qu'il y avait un monde au-delà de cette maison. Des chargeurs, une brosse à dents, un dossier de documents que je gardais dans une boîte à chaussures sous mon lit, mon certificat de naissance, ma carte d'identité, le dernier relevé imprimé de mon fonds universitaire datant d'avant que j'arrête de vérifier parce que regarder faisait trop mal.
J'ai jeté un coup d'œil aux chiffres. Ils avaient semblé modestes mais précieux à l'époque, constitués de dépôts de bourse et de prix, assez pour que l'université ressemble à un tremplin plutôt qu'à une impasse. Maintenant, ils n'étaient que la preuve de ce que j'avais perdu. On a frappé à ma porte. La voix de ma mère a traversé le bois, trop enjouée. As-tu regardé les papiers? Nous devons aller à la banque cet après-midi. Mon cœur battait fort, mais ma voix est sortie calme. Je suis en train de les lire, ai-je dit. Ce n'était pas un mensonge. Je les lisais. Chaque ligne, chaque clause sur ce qui se passerait si l'emprunteur principal faisait défaut. Chaque phrase qui liait mon nom à ses erreurs, mon crédit à son dossier. À l'intérieur, une clarté froide s'est installée. Si je signais ça, j'étais fini. Pas d'appartement, pas de prêt étudiant à mon nom, pas de rupture nette, jamais. J'ai posé le contrat sur mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable à la place. Première recherche, risque cosignature prêt. Puis, que se passe-t-il si vous refusez de cosigner une dette familiale? Puis, alors que mon estomac se nouait, obligation légale sinon déjà imprimée mais non signée. La réponse était simple. Si je ne signais pas, je n'étais pas responsable. Ils le savaient. C'est pourquoi ils insistaient autant. Un autre coup à la porte, plus fort cette fois. Nous n'avons pas toute la journée, a claqué ma mère. La banque ferme à 16 heures. J'ai besoin de prendre l'air, ai-je répondu. Je vais à la bibliothèque municipale pour réfléchir. Il peut te conduire, a-t-elle commencé, puis s'est interrompue. Et le silence entre nous disait tout. Je n'avais plus de voiture. Très bien, a-t-elle marmonné. Prends le bus, mais ne sois pas dramatique, Léa. Nous essayons de régler ça. Bien sûr. Ils avaient brûlé mon pont, et maintenant c'était moi qui étais dramatique de ne pas vouloir me noyer avec eux. J'ai fourré mon ordinateur dans mon sac à dos avec le contrat de prêt et mon dossier de documents. J'ai attrapé ma veste et j'ai passé les bretelles sur mon épaule. Quand j'ai ouvert ma porte, ma mère se tenait dans le couloir, les bras croisés. Tu sais, ce n'est facile pour aucun de nous, a-t-elle dit. Ton frère est mort de peur. Il a fait des erreurs, mais c'est la famille. On n'abandonne pas sa famille. Bien, ai-je dit, croisant son regard pour la première fois depuis la cuisine. Alors tu comprendras ce que l'on ressent quand sa famille vous abandonne. Son visage s'est crispé. Ne commence pas. Nous avons fait ce que nous devions faire. Tu es forte. Tu t'en sortiras. Je m'en sortirai, ai-je convenu. Juste peut-être pas de la manière que tu imagines. Elle n'a pas aimé cette réponse, mais elle s'est écartée. Je suis passé devant elle, j'ai descendu les escaliers, j'ai franchi la porte d'entrée sans regarder en arrière. L'air extérieur était froid et vif dans mes poumons. C'était comme la première bouffée d'air honnête que je prenais depuis des mois. Le trajet en bus jusqu'à la bibliothèque s'est déroulé dans un brouillard de lumière fluorescente et de conversations d'inconnus. Chaque fois que mon téléphone vibrait, mon estomac se nouait. Au moment où je me suis assise à une table dans un coin, il vibrait déjà sans arrêt. Maman, numéro inconnu, puis le nom que j'évitais, mon frère. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis il a recommencé. Finalement, j'ai glissé pour répondre. Où es-tu, a-t-il exigé, la voix rauque, comme s'il avait pleuré ou crié. Elle a dit que tu étais parti. Tu ne peux pas disparaître comme ça. Nous avons un rendez-vous à la banque. Je suis à la bibliothèque, ai-je dit. En train de réfléchir. Réfléchir à quoi? Tu n'as qu'à signer, et ils restructureront. Ce n'est pas grand-chose. Pas grand-chose. 23 000 € liés à mon nom. À quelqu'un qui avait déjà prouvé qu'il se moquait des conséquences. Tu sais ce que ça signifie si je signe, ai-je dit doucement. Tu sais que tu ne peux pas promettre que tu ne recommenceras pas. Un silence crépita sur la ligne. C'est ma deuxième chance, a-t-il dit finalement. Tu es censé me soutenir. Je t'ai soutenu quand tu as raté ton premier semestre et que maman a utilisé mes économies pour te garder inscrit. Je t'ai soutenu quand tu as démoli ta vieille voiture et qu'ils ont pioché dans mon fonds pour payer la différence. À un moment donné, je ne suis pas ton filet de sécurité. Je suis juste le sol sur lequel tu ne cesses de t'écraser. Ce n'est pas juste,
a-t-il rétorqué, mais il y avait de la panique sous la colère maintenant. Tu réagis de manière excessive. Maman a dit que si tu nous laisses tomber, tu nous laisses tomber nous. Peut-être qu'elle aurait dû y penser avant de vendre ma voiture, ai-je dit. Écoute, je ne signe pas. Je ne mets pas mon nom sur ta dette. Pas cette fois. Jamais. Tu ne le penses pas, a-t-il murmuré. Mais si. Pour la première fois, je le pensais. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse argumenter. Mes mains étaient stables maintenant, plus stables qu'elles ne l'avaient été de toute la matinée, parce que la décision était prise. J'en avais fini de mendier une place dans une famille qui avait déjà choisi qui valait la peine d'être sauvée. C'est ici que la ligne est tracée. Soit je continue à me sacrifier pour un frère qui n'apprend jamais, soit je parie enfin sur mon propre avenir. Vous avez entendu ce que ma mère a mis sur la table. Vous avez entendu ce que je refuse de signer. Mais vous n'avez pas vu ce qui se passe quand j'arrête de jouer selon leurs règles et que je commence à réécrire discrètement le scénario. Ne partez pas. Une fois que la décision de ne pas signer s'est solidifiée dans ma poitrine, la peur a changé. Elle n'a pas disparu, mais elle a pris une forme différente, passant d'une vague appréhension à quelque chose de plus aigu et presque utile. Si je n'allais pas être leur plan de sauvetage, je devais savoir exactement ce qu'ils avaient déjà fait en mon nom. L'information d'abord, l'émotion plus tard. J'ai étalé mes papiers sur la table de la bibliothèque, le contrat de prêt, mes anciens relevés, les lettres d'attribution de bourse que j'avais imprimées de mon propre album. Sur mon ordinateur portable, j'ai ouvert mes comptes bancaires en ligne et mon portail étudiant. Les mots de passe que j'avais mémorisés il y a des mois ressemblaient soudain à des bouées de sauvetage. Le solde où mon fonds universitaire aurait dû se trouver était brutalement clair, 0, pas un centime. J'ai fait défiler l'historique des transactions. Retrait, virement, frais et les dates coïncidaient avec les moments où mon frère avait des urgences, un manque à payer pour les frais de scolarité ici, une facture médicale là, un mystérieux remboursement de carte de crédit qui, je le savais, ne m'appartenait pas. Ce n'était pas une seule décision désespérée. C'était une habitude. Des retraits discrets faits dans mon dos, chacun enveloppé de la même excuse, nous arrangerons ça plus tard. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Eh bien, j'étais plus grande, et je comprenais parfaitement. J'ai ouvert un autre onglet et j'ai recommencé à chercher, droits légaux fonds détournés famille, parents vidés fonds universitaires options, appel aide financière quand économie volée. Les résultats étaient désordonnés et terrifiants, mais enfouis dans le bruit se trouvaient des pistes que je pouvais réellement suivre. J'ai appris que le compte avait techniquement été à mon nom, mais que ma mère y avait un accès conjoint en tant que dépositaire adulte initial. Moralement, c'était du vol. Légalement, c'était une zone grise à moins que je ne porte l'affaire devant les tribunaux, et même là, l'issue était incertaine. Mais il y avait une chose dont j'étais sûr, s'ils pensaient que j'allais tranquillement endosser une dette après qu'ils aient vidé mes économies, ils comptaient sur le fait que je serais effrayée et ignorante. J'étais effrayée. Je n'étais plus ignorante. Un bruit sourd m'a sorti de ma spirale. Une tasse de café a glissé sur la table devant moi. J'ai levé les yeux pour voir mon ami debout là, les sourcils froncés. J'ai essayé de t'envoyer un message, a-t-elle dit. Tu m'as ignoré, alors je t'ai traqué. Joyeux anniversaire, je suppose. J'ai laissé échapper un rire sans joie. Tu as choisi un super jour pour visiter la scène du crime. Elle a jeté un coup d'œil au chaos de papier, puis à mon visage. D'accord, ça, ce n'est pas le genre de désordre de partiel. C'est le genre de désordre de ma vie vient d'exploser. Parle. Alors j'ai parlé. Pas tout d'un coup, mais par morceaux déchiquetés, la voiture, le fond, le prêt, l'ultimatum. Son expression est passée de confuse à horrifiée, puis à furieuse. Ils ont fait quoi, a-t-elle exigé, trop fort pour les tâches silencieux. Quelques personnes ont levé la tête. Elle a baissé la voix mais pas l'intensité. Tu ne penses pas sérieusement à signer, n'est-ce pas? Je ne signe pas, ai-je dit, le dire à voix haute le rendait plus réel. Mais si je ne le fais pas, ils disent que je dois partir. Elle s'est assise brusquement. Alors pars. C'est ma maison, ai-je rétorqué automatiquement. Puis je me suis arrêté. L'est-ce vraiment? Ma maison était devenue un lieu où ma valeur se mesurait à ce que je pouvais sacrifier. Elle s'est penchée en avant, les coudes sur la table.
Tu parles de partir depuis qu'on a 15 ans. Tu as les notes, le talent, des bourses. Tu es la seule dans cette maison qui semble un tant soit peu préparée à l'âge adulte. Tu n'as pas besoin qu'ils te choisissent. Choisis-toi toi-même. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas d'économie. Je n'ai pas d'argent pour un loyer, ai-je souligné. Tout ce que j'ai, c'est un sac de sport, une valise, et un cerveau qui vaut peut-être quelque chose ou non pour les comités d'admission. Elle a levé les yeux au ciel. Arrête. Tu as plus que tu ne le penses. Tu m'as, moi. J'ai un canapé. Mes parents t'aiment plus qu'ils n'aiment mes frères. On pourra trouver une solution pour le loyer et les petits boulots plus tard, et tu peux faire appel pour ton aide financière. Tu as juste besoin de preuves que ce n'est pas toi qui as vidé le compte. J'ai regardé l'écran. J'ai des horodatages. J'ai des relevés. Je peux demander les archives complètes à la banque. Une idée a commencé à se former, nette et dangereuse. S'ils pensent que je vais juste rester assise et être reconnaissante, ils vont avoir une surprise. Ses lèvres se sont retroussées en un sourire sinistre. La vengeance par la vie d'adulte. J'aime ça. Ce n'est pas une question de vengeance, ai-je dit, mais même moi, je n'y croyais pas entièrement. C'est une question de ne pas les laisser m'enterrer avec la dette de quelqu'un d'autre. Appelle ça comme tu veux, a-t-elle dit. Mais tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de te protéger. Ça ne fait pas de toi une égoïste. Ça fait de toi quelqu'un de sain d'esprit. Mon téléphone a de nouveau vibré. Maman, puis mon frère, puis encore maman. Pas de message, juste des appels. Je l'ai éteint. D'accord, ai-je dit. Étape 1, j'ai besoin de chaque morceau de papier qui prouve ce qu'ils ont fait. Étape 2, je dois parler au bureau des bourses du CROSS et expliquer avant qu'ils ne supposent que je mens. Étape 3, j'ai dégluti. Étape 3, c'est de savoir où je vais vraiment vivre si je vais jusqu'au bout. Tu peux squatter chez moi ce soir, a-t-elle dit sans hésiter. Si ta famille fait exploser ton anniversaire, le moins que je puisse faire est de te donner un lit et des plats à emporter pas cher. Le nœud dans ma poitrine s'est un peu desserré. Tu es sûr? Absolument. Ma mère attend une excuse pour t'adopter depuis des années. J'ai souri, un vrai cette fois. Alors je suppose que l'étape 4 est de dire à ma famille que je ne vais pas à la banque avec eux et que je ne reviens pas comme ils s'y attendent. Tu veux du renfort, a-t-elle demandé. J'ai pensé à elle, debout dans mon salon, regardant ma mère essayer de me culpabiliser pour que je signe et engage mon avenir. J'ai pensé aux excuses de mon frère, au silence de mon père. Non, cette partie devait être la mienne. Je dois le faire seul, ai-je dit. Mais si ça se passe mal, je pourrais débarquer à ta porte avec plus de bagages que prévu. Elle a levé son café dans un toast simulé. Au pire scénario qui devienne meilleur que tout ça. J'ai entrechoqué ma tasse contre la sienne. Au moment où j'ai quitté la bibliothèque, ma peur avait des dents et une colonne vertébrale. Elle était toujours là, mais elle ne commandait plus. Je savais ce que je dirais en rentrant dans cette maison. Je savais quelles limites je ne franchirais pas. Et pour la première fois, je savais que s'ils me forçaient à choisir, je me choisirais moi. Vous avez vu l'ultimatum qu'ils m'ont donné et la décision que j'ai prise. Ce que vous n'avez pas encore vu, c'est ce qui se passe quand je rentre dans cette maison, non pas comme leur plan de secours silencieux, mais comme quelqu'un prêt à exposer exactement ce qu'ils ont fait et à refuser de jouer le jeu. La partie suivante est celle où les vraies fissures commencent à apparaître. Continuez à regarder. Rentrer dans la maison ce soir-là, c'était comme monter sur une scène où tout le monde avait répété son texte, et où j'avais décidé d'improviser. Les lumières étaient allumées. La télévision bourdonnait en arrière-plan. Ma valise et mon sac de sport étaient toujours cachés sous mon lit à l'étage, à moitié fait. Le contrat de prêt était dans mon sac à dos, à côté de copies imprimées des relevés les plus accablants que j'avais pu télécharger avant que l'imprimante de la bibliothèque ne crie grâce. Ma mère était de nouveau à la table de la cuisine, téléphone à la main, comme elle l'avait été ce matin-là. Mon frère faisait les 100 pas devant l'évier, passant ses doigts dans ses cheveux. Au moment où ils m'ont vu, deux expressions très différentes ont traversé leur visage, le soulagement sur le sien, une irritation tendue sur le sien à elle. « Tu as enfin décidé de revenir », a-t-elle dit. « Nous avons manqué le rendez-vous à la banque à cause de toi. Vous l'avez manqué parce que vous l'avez programmé sans me le demander,
ai-je répondu en enlevant ma veste. Je n'ai jamais accepté d'y aller. Tu n'as pas le choix, a-t-elle claqué. Tu vis ici. Tu manges notre nourriture. Tu dors sous notre toit. Quand nous te demandons d'aider ton frère, tu aides. C'est drôle que tu dises notre alors que c'est mon fond que vous avez vidé, ai-je dit. Ses yeux ont lancé des éclairs. Ne commence pas. Trop tard. J'ai ouvert mon sac à dos et j'ai étalé les papiers sur la table entre nous. J'ai déjà commencé. Mon frère s'est approché, se penchant pour regarder les pages. C'est quoi tout ça? Des impressions, ai-je dit, de mon compte. Celui qui était censé être pour mes études. J'ai tapoté une ligne avec mon doigt. Voici le retrait d'il y a 2 ans, quand ta voiture avait besoin de réparation. Vous m'aviez dit que vous couvriez les frais parce que vous vouliez que je sois en sécurité. Au lieu de ça, vous l'avez pris de mes seules économies. Une autre ligne. Voici le paiement pour couvrir tes cours ratés, ce que tu avais promis de reprendre et de réussir. Tu ne l'as pas fait. Une autre. Voici le remboursement d'une carte de crédit que je n'ai jamais ouverte. Drôle comme ça correspond à la semaine où tu ne te souvenais soudainement plus où était passé tout ton argent. Le visage de ma mère a pâli, puis a rougi de colère. Tu n'as aucun droit de fouiller dans nos finances, a-t-elle sifflé. Non, ai-je répété. Tu veux dire les miennes? Ce compte était à mon nom. Tu y avais accès parce que je te faisais confiance. Tu ne l'as pas seulement utilisé une fois en cas d'urgence. Tu l'as vidé lentement au fil des ans, et tu ne m'as jamais dit la vérité. Mon frère a dégluti difficilement. Maman, c'est ce que tu as fait? Elle s'est retournée contre lui instantanément. N'ose même pas me regarder comme ça. Tout ce que j'ai fait, c'était pour maintenir cette famille à flot, pour te garder à l'école, pour garder cette maison, pour mettre de la nourriture sur la table. Et pour me garder dans l'ignorance, ai-je ajouté. La porte du salon s'est ouverte et mon père est entré, attiré par l'acuité de nos voix. Il avait l'air fatigué, comme toujours, sa mallette encore à la main. Que se passe-t-il, a-t-il demandé. J'ai fait glisser un des relevés vers lui. Étais-tu au courant de ça? Il l'a parcouru, son front se plissant de plus en plus à chaque ligne. Quand il a levé les yeux, son expression était un mélange de confusion et de culpabilité. Je savais que nous utilisions une partie des économies, a-t-il admis lentement. Je pensais que c'était temporaire. Je n'avais pas réalisé à quel point il en manquait. Tu n'as pas demandé, ai-je dit. Tu as juste signé tout ce qu'elle te mettait sous le nez. La chaise de ma mère a raclé le sol alors qu'elle se levait. Ne le blâme pas. Il se tue au travail pour nous. C'est moi qui gère le quotidien. J'ai fait des choix difficiles. C'est ce que font les parents. Non, ai-je dit. Les parents protègent leurs enfants. Ils ne jouent pas l'avenir d'un enfant pour sauver les erreurs d'un autre et faire comme si c'était noble. Le silence s'est installé dans la pièce. Mon frère s'est affalé sur une chaise, fixant les relevés comme s'ils étaient écrits dans une langue qu'il n'avait jamais vue. Et maintenant, a demandé mon père, la voix basse. Tu veux qu'on s'excuse? Nous sommes désolés. Vraiment. Mais l'argent est parti. Nous ne pouvons pas changer ça. Je sais, ai-je dit. Je ne vous demande pas de faire réapparaître l'argent par magie. Ma mère a expiré, soulagée une seconde jusqu'à ce que je continue. Je vous dis que je ne réglerai pas ça en m'enchaînant à un prêt de 23 000 €. Sa bouche s'est ouverte. Tu penses que tu peux juste refuser? Tu penses que tu peux abandonner ta famille parce que tu es en colère? Je pense que je peux refuser de signer un document légal qui me rend responsable d'une dette qui n'est pas la mienne, ai-je répondu. Et si le prix à payer est que vous me disiez de partir, alors oui, je peux partir. La voix de mon frère s'est brisée. Tu ne peux pas le penser. Tu partirais vraiment. Je l'ai regardé, vraiment regardé le garçon qui avait été mon complice quand nous étions enfants, qui me donnait des biscuits en plus quand notre mère était d'humeur massacrante, et le jeune homme qui s'était lentement transformé en une crise ambulante, ayant toujours besoin d'un nouveau sauvetage, d'une nouvelle excuse. Je veux dire que je ne passerai pas ma vingtaine à nettoyer des dégâts que tu n'arrêtes pas de faire, ai-je dit. Je t'aime, mais j'en ai fini d'être ta police d'assurance. Il a baissé les yeux, la honte traversant ses traits. Ma mère s'est approchée,
baissant la voix pour prendre le ton qu'elle utilisait quand elle voulait paraître raisonnable. Léa, écoute. Tu es émotive en ce moment. Tu es blessée. Je comprends. Mais ce n'est pas comme ça que le vrai monde fonctionne. Dehors, personne ne va t'aider. Au moins ici, tu nous as. Si tu signes, nous pouvons traverser ça ensemble. Ensemble, ai-je répété. Comme quand vous avez vendu ma voiture sans me le demander, ou quand vous avez vidé mon compte, ou quand vous avez transformé mon petit déjeuner d'anniversaire en une négociation de dette. Sa mâchoire s'est crispée. Ça n'allait de toute façon jamais être assez pour l'université. Tu aurais eu besoin de prêts. Ça ne fait qu'avancer cette échéance. Non, ai-je dit. Ça avance l'échéance où je réalise exactement où je me situe dans cette famille. Mon père a posé les papiers, se frottant les tempes. Que veux-tu, Léa? Je veux que mon nom soit retiré de tout ce qui n'est pas à moi, ai-je dit. Je veux que vous arrêtiez de m'utiliser comme solution à des problèmes que je n'ai pas créés. Je veux la chance de construire un avenir qui n'est pas lié à un score de crédit que vous avez aidé à détruire avant même que je commence. Et si nous ne pouvons pas te donner ça, a demandé ma mère, sa voix maintenant glaciale. Alors je partirai, ai-je dit simplement. J'ai une amie dont la famille me laissera rester le temps que je m'organise. Je parlerai au bureau des bourses du Crous. Je trouverai un travail. Je ferai ce que vous m'avez toujours dit de faire, être forte. Tu étalerais nos affaires en dehors de cette maison, a-t-elle demandé, scandalisée. Tu raconterais à des étrangers nos problèmes privés? Tu nous humilierais comme ça? J'ai failli rire. Vous avez vendu mon avenir pour protéger votre image. Vous vous inquiétez de l'humiliation maintenant? Sa main tremblait sur le dossier de la chaise. Une seconde, j'ai cru qu'elle allait me gifler. Au lieu de ça, elle a pointé le couloir. Si tu franchis cette porte, a-t-elle dit, ne t'attends pas à y revenir. Tous les yeux étaient sur moi, attendant, s'attendant à ce que je recule comme je l'avais toujours fait. Que je m'excuse, que j'accepte quelque chose qui me rendait malade juste pour maintenir la paix. J'ai ramassé le contrat de prêt, je l'ai plié soigneusement et je l'ai fait glisser de l'autre côté de la table. Alors peut-être que vous devriez vous habituer à le regarder sans ma signature, ai-je dit. C'est le moment où l'équilibre bascule. Ils ne m'utilisent plus en silence, et je ne les laisse plus faire en silence. Vous avez vu les preuves sur la table et l'ultimatum à la porte. Mais ce qui se passe quand je fais vraiment mes valises et que je teste leur bluff changera bien plus que quelques relevés bancaires. Les vraies retombées ne font que commencer. Restez proches. La maison n'a pas explosé cette nuit-là. D'une certaine manière, c'était pire. Au lieu d'une dispute à grands cris ou de sorties dramatiques, nous nous sommes installés dans un silence froid et cassant. Ma mère s'est retirée dans sa chambre, ne claquant la porte qu'une seule fois. Mon père a disparu dans son bureau. Mon frère s'est évanoui dans la lueur de son écran, les pouces volant sur son téléphone, probablement en train d'envoyer des messages à ses amis pour leur dire que sa vie était finie. Je suis resté à table pendant un long moment, fixant le contrat de prêt comme si c'était un serpent dans une boîte en verre, dangereux mais contenu, tant que je ne l'ouvrais pas. Finalement, j'ai rassemblé les papiers, je les ai remis dans mon sac à dos et je suis monté. Ma chambre était la même que ce matin-là, des affiches au mur, la pile de livres que je voulais lire, la tasse ébréchée sur ma table de chevet. Mais maintenant, chaque objet familier semblait temporaire, emprunté. J'ai sorti la valise et le sac de sport de sous le lit et j'ai terminé ce que j'avais commencé. Vêtements roulés serrés, carnet, ordinateur portable, chargeur. La boîte à chaussures de documents est entrée en dernier. J'ai laissé derrière moi les choses qui ne rentraient pas, la peluche que j'avais depuis mes 6 ans, la photo encadrée de ma famille dans un parc d'attractions avant que tout ne devienne si compliqué, les trophées que ma mère insistait pour que nous gardions en exposition même après que le plastique ait commencé à jaunir. Au fond du tiroir, j'ai trouvé les clés de la voiture qui n'était plus la mienne. Le concessionnaire l'avait probablement déjà garée sur un parking, des autocollants de prix collés sur la vitre. J'ai tenu les clés dans ma main un instant, sentant le fantôme du volant sous mes doigts, la façon dont la liberté avait autrefois sonné comme le bruit du moteur et la mauvaise réception radio. Puis j'ai posé les clés sur mon bureau. Elles ne me servaient plus à rien. Mon téléphone a vibré sur mon oreiller. Un message de mon ami. Mes parents ont dit que c'est bon. On a préparé le canapé. Viens quand tu es prête.
On a de la pizza et de la glace. Kit d'urgence pour anniversaire. Ma poitrine s'est serrée de gratitude et de chagrin à parts égales. Ce n'était pas le 19e anniversaire que j'avais imaginé, mais c'était peut-être celui dont j'avais besoin. J'ai répondu, je pars demain matin. Il aurait été plus facile de filer cette nuit-là, de m'éclipser pendant que tout le monde dormait, évitant une dernière confrontation. Mais c'était comme ça que j'avais vécu toute ma vie dans cette maison, silencieuse, prudente, invisible. Si je voulais vraiment changer, je devais être visible au moins une fois. Je devais dire les mots à voix haute. Alors, j'ai mis mon réveil tôt et je suis resté dans le noir, écoutant les sons étouffés de ma famille se déplaçant dans la maison, le craquement des planchers, la télévision qui s'éteint, une porte qui se ferme, une autre. Des voix qui s'élèvent, puis s'estompent. À un moment donné, mon frère a frappé à ma porte. « Entre » ai-je dit. Il l'a entr'ouverte, puis est entré, les mains fourrées dans les poches de son sweat à capuche. « Tu ne vas vraiment pas signer » a-t-il demandé, sans dire « bonjour ». « Non » ai-je dit. Il a dégluti. Il panique. Je sais. Il n'arrête pas de dire que tu vas changer d'avis, a-t-il continué, ses yeux se posant sur les sacs à moitié faits. Il pense que tu essaies juste de marquer un point. C'est le cas, ai-je dit. Le point, c'est que j'en ai fini de les laisser prendre des décisions pour moi et de faire semblant que c'est de l'amour. Ses épaules se sont affaissées. Tu vas vraiment partir ? Pour de vrai ? J'ai pris une profonde inspiration. Pour de vrai. Il s'est assis sur le bord de mon lit, fixant le sol. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Te débrouiller, ai-je dit, plus doucement que je ne le pensais. Comme j'ai toujours dû le faire. Il a grincé des dents. Ce n'est pas juste. Rien de tout ça n'est juste, ai-je répondu. Mais ce n'est pas moi qui ai joué avec tes frais de scolarité ou accumulé des dettes de carte de crédit ou ignoré tous les signes avant-coureurs jusqu'à ce que ça devienne un problème à 5 chiffres. J'ai le droit de refuser de me noyer avec toi. Il a levé les yeux, brillants. Est-ce que tu vas me détester ? La question m'a frappé plus fort que prévu. Je ne te déteste pas, ai-je dit. Je déteste ce que tu as fait. Je déteste que tu laisses maman nettoyer tes dégâts en détruisant ma vie. Je déteste que tu n'aies jamais demandé ce que ça me coûtait quand ils utilisaient mon fonds pour tes urgences. Je ne savais pas que c'était si grave, a-t-il murmuré. Tu ne voulais pas savoir, ai-je corrigé. Parce qu'alors tu aurais dû te sentir coupable. Félicitations. Maintenant, c'est le cas. Il a tressailli comme si je l'avais frappé, mais il n'a pas discuté. Tu penses vraiment que tu peux y arriver toute seule, a-t-il demandé. Il y avait une peur sincère dans sa voix maintenant, mais pour une fois, ce n'était pas à propos de ses problèmes. C'était à propos des miens. Oui, ai-je dit. Ou du moins, je suis prête à essayer. Je préfère lutter selon mes propres termes plutôt que de rester ici et de prétendre que c'est normal. Il a hoché la tête lentement, puis s'est levé. Il s'est arrêté à la porte, la main sur la poignée. Si tu pars, a-t-il dit, tout va s'effondrer. Je sais, ai-je dit. Peut-être que c'est nécessaire. Quand il est parti, j'ai verrouillé la porte et je me suis assise sur le bord de mon lit, le cœur battant à tout rompre. Une partie de moi voulait courir après lui, tout reprendre, faire semblant que je pouvais vivre avec ça si cela signifiait garder les choses familières. Mais le familier était en train de me tuer. Le matin est arrivé trop vite. Le réveil a sonné à 6 heures. Je me suis habillé en jean et en sweat à capuche, les mêmes vêtements que je portais quand je devais faire une présentation en classe et que je voulais avoir l'air de maîtriser la situation. J'ai fermé ma valise, j'ai hissé mon sac de sport sur mon épaule et j'ai jeté un dernier regard à la pièce. Puis j'ai ouvert la porte. Le couloir était silencieux. Mes parents étaient déjà réveillés. J'entendais des voix basses dans la cuisine. La porte de mon frère était fermée. De la lumière filtrait par la fente en bas. Pas à pas, je suis descendu. Ma mère se tenait au comptoir avec une tasse de café, les yeux rougis. Mon père était assis à table, le contrat de prêt devant lui. Aucun d'eux n'a parlé au début. Finalement, mon père s'est raclé la gorge. Tu le fais vraiment ? Oui, ai-je dit. Les yeux de ma mère se sont tournés vers les sacs. C'est tout ?
Tu pars comme ça? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Quelque chose en moi a craqué. Tout ce que vous avez fait pour moi, ai-je répété. Tu veux dire les années à me dire de travailler dur, d'économiser, d'être responsable, puis d'utiliser mes économies sans me le dire, de vendre ma voiture dans mon dos, de transformer mon anniversaire en une négociation de dette? C'est ça, tout? Elle a tressailli. Tu es ingrate. Je suis réveillé, ai-je dit. Il y a une différence. Mon père a poussé le contrat de prêt vers moi. Si tu signes, tu n'as pas à partir, a-t-il dit doucement. On peut s'arranger ensemble. Je m'arrangerai, ai-je dit. Je ne le ferai juste pas en tant que garantie. Il a baissé les yeux, les épaules affaissées. Il savait, à un certain niveau, que j'avais raison. Mais savoir et choisir d'agir en conséquence étaient deux batailles différentes. Ma mère a posé sa tasse avec un claquement sec. Si tu franchis cette porte, a-t-elle dit, répétant la phrase de la veille comme inscrite, ne t'attends pas à ce qu'on te sauve quand le vrai monde te dévorera. Je ne m'y attends pas, ai-je dit. C'est un peu le but. J'ai posé ma clé de maison sur la table. Le petit bruit métallique a semblé plus fort que n'importe quel cri. Je donnerai des nouvelles, ai-je ajouté. Quand je serai prête. Puis j'ai pris mes sacs et je me suis dirigé vers la porte. Mes mains étaient stables sur la poignée. Derrière moi, ma mère a prononcé mon nom une dernière fois, un tremblement dans la voix qui a failli me faire craquer. Presque. J'ai ouvert la porte et je suis sorti dans l'air du matin. Il faisait plus froid que prévu, mais il avait un goût de pureté. Mon téléphone a vibré alors que je descendais l'allée, une notification de ma banque, une autre de mes emails, un appel manqué d'un numéro inconnu. Je ne savais pas encore qu'au moment où j'arriverais chez mon ami, des messages vocaux m'attendraient, que la banque appellerait à nouveau, que mon frère enverrait un flot de messages qui commencerait par de la colère et se terminerait par une panique pure parce que, sans ma signature, sa deuxième chance s'effondrait plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Tout ce que je savais à ce moment-là, c'était que pour la première fois de ma vie, je marchais vers quelque chose qui était à moi au lieu de fuir quelque chose qui appartenait à tout le monde. C'est là que mes préparatifs discrets se transforment en une décision que personne dans cette maison ne croyait que je prendrais réellement. J'ai franchi la porte, mais vous n'avez pas vu ce qui se passe quand la banque rappelle, quand mon frère réalise que j'étais la seule chose qui empêchait sa vie d'imploser, et quand le contrôle de ma mère commence à lui échapper d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Je n'ai pleuré que lorsque j'étais à 3 pâtés de maison de la maison. Ça m'a frappé à un arrêt de bus, de tous les endroits. Une seconde, je traînais ma valise sur le trottoir fissuré, la seconde suivante, ma vision s'est brouillée et ma gorge m'a brûlé. Je me suis assise sur le banc en métal froid et j'ai enfoui mon visage dans mes mains, respirant à travers la douleur. Je ne pleurais pas parce que je regrettais d'être parti. Je pleurais parce que ça n'aurait jamais dû en arriver là. Au moment où je suis arrivé chez mon ami, je m'étais en grande partie ressaisi. Sa mère a ouvert la porte avant que je puisse frapper 2 fois. Et, la voilà, a-t-elle dit, me serrant dans une étreinte qui sentait la lessive et le café. Joyeux anniversaire, ma chérie. Dure journée, hein. Ma voix a tremblé. Vous n'avez aucune idée. En fait, a-t-elle dit doucement, je pense que si. Entre. On va trouver une solution. Le canapé était déjà préparé avec des draps propres et un nombre ridicule d'oreillers. Il y avait de la pizza sur la table basse et un gâteau de supermarché bon marché avec mon nom griffonné dessus d'un glaçage bleu légèrement de travers. Quelqu'un y avait planté 19 bougies, non allumées. On n'était pas sûr que tu viendrais, a admis mon ami en allumant une allumette. Mais on s'est dit, au cas où. J'ai regardé le gâteau, les petites flammes qui prenaient vie. 19 vœux, si l'on croyait à ce genre de choses. Pas vraiment, mais j'ai quand même fermé les yeux et j'en ai fait un seul, fait que ce ne soit pas pour rien. Quand j'ai soufflé les bougies, la pièce sentait la fumée, le sucre et quelque chose comme la possibilité. Nous avons mangé de la pizza et du gâteau et regardé une émission stupide à laquelle aucun de nous ne prêtait vraiment attention. Mon téléphone était posé sur la table basse, écran vers le bas. Je le sentais vibrer par intermittence, comme un cœur arythmique. Tu peux le regarder, a finalement dit mon ami. Ou tu peux l'éteindre à nouveau. C'est toi qui choisis. Je l'ai retourné. Appel manqué, messages vocaux, texto. Maman, rappelle-moi tout de suite.
Maman, je suis sérieuse, jeune fille. Papa, s'il te plaît, dis-nous que tu es en sécurité. Frère, qu'est-ce que tu fais? Frère, ils perdent la tête. Frère, la banque a appelé. Ce dernier m'a fait un nœud à l'estomac. J'ai ouvert son message. Frère, ils ont dit que tu n'étais pas venu et que tu n'avais jamais signé. Ils disent que je ne suis pas éligible à la restructuration sans cosignataire. Si ça part au recouvrement, je suis foutu. Un autre pigne. Frère, tu dois arranger ça, s'il te plaît. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots se brouillent. Puis j'ai pris une lente inspiration et j'ai tapé en retour. Moi, je t'ai dit que je ne signais pas. Je le pensais. Moi, tu dois leur parler toi-même et voir quelles sont tes options. La réponse est venue rapidement. Frère, il n'y a pas d'option. Ils ont dit que mon crédit est déjà pourri. Ils vont ajouter des frais. Ils peuvent me poursuivre en justice. Tu ne comprends pas. Ma poitrine s'est serrée. Je comprenais. C'était tout le but. Moi, je suis désolé que tu aies peur, mais je ne vais pas me lier à ta dette. J'en ai fini d'être le plan de secours. Il y a eu une longue pause. Puis un dernier message. Frère, si ça ruine ma vie, c'est de ta faute. Les mots étaient comme un coup de poing. Mais sous la douleur, une pensée plus froide s'est installée. Non, c'est de ta faute. Tu as fait les choix. Je refuse juste de cacher les conséquences. J'ai posé le téléphone. Ça va, a demandé doucement mon ami. Non, ai-je dit honnêtement. Mais je ne retourne pas en arrière. Bien, a-t-elle dit. Parfois, pas bien est toujours mieux que ce que tu as laissé. Les jours suivants se sont fondus dans une nouvelle routine. Je dormais sur le canapé, me réveillais tôt et passais des heures au téléphone et devant un écran, démêlant le désordre que mes parents avaient tissé autour de ma vie. D'abord, la banque. Le conseiller en prêt a semblé surpris quand j'ai appelé. Vous êtes la cosignataire, a-t-il demandé. Je devais l'être, ai-je dit. Mais je n'ai rien signé, et je ne le ferai pas. Je voulais m'assurer que c'est clair de votre côté. Il a hésité. Nos dossiers indiquent votre nom sur les documents, mais si vous n'avez pas signé, vous n'êtes pas encore légalement obligé. Cependant, vos parents ont utilisé mon fonds universitaire pour sa dette sans mon consentement, ai-je coupé. J'ai 19 ans. Je n'ai autorisé aucun de ces retraits. Il y a eu une pause. Je pouvais presque l'entendre recalibrer. Madame, je ne suis pas en mesure de donner mon avis sur des litiges financiers familiaux, a-t-il finalement dit. Mais si vous pensez que vos fonds ont été détournés, vous devriez peut-être parler à un avocat ou à un conseiller financier. Quant à ce prêt, si vous ne signez pas, votre frère reste seul responsable. Nous serons en contact avec lui directement. Bien, ai-je dit. C'est comme ça que ça devrait être. Raccrocher, c'était comme couper le dernier fil qu'ils avaient tenté de nouer autour de mon cou. Ensuite, le bureau des bourses du Crous. J'ai pris rendez-vous et j'ai traversé la ville en bus jusqu'au campus de l'Université de Lyon, serrant un dossier rempli de relevés et d'imprimés. La conseillère était une femme aux yeux bienveillants et à la posture fatiguée qui disait qu'elle avait vu trop d'histoires comme la mienne. Donc, a-t-elle dit après que j'ai fini, vos parents ont vidé vos économies universitaires qui étaient sur un compte en dépôt et s'attendent maintenant à ce que vous preniez une dette supplémentaire à votre nom pour couvrir les prêts de votre frère. En gros, oui, ai-je dit, les mots plats à force d'être utilisés. Elle a soupiré. Je suis désolé. C'est beaucoup. Est-ce que je peux faire quelque chose, ai-je demandé. Ou suis-je juste condamné à payer pour leur choix le reste de ma vie? Eh bien, a-t-elle dit slowly, nous ne pouvons pas donner de conseils juridiques, mais en termes d'aide financière, il y a des options. La plupart des étudiants de moins de 24 ans sont considérés comme dépendants, ce qui signifie que nous utilisons les revenus et les actifs des parents. Cependant, en cas de situation familiale complexe ou de rupture avérée, nous pouvons déposer une demande de dérogation au statut de dépendant. Ce n'est pas garanti, mais, elle a tapoté le dossier entre nous, ça, a-t-elle dit, c'est beaucoup de documentation. L'espoir a vacillé, petit mais tenace. Qu'est-ce que ça signifierait exactement? Ça signifierait que nous vous évaluerions en fonction de votre propre situation financière, pas de celle de vos parents, a-t-elle expliqué.
Vous devriez rédiger une déclaration décrivant ce qui s'est passé. Nous pourrions demander des lettres de tiers qui sont au courant de votre situation à un conseiller, un professeur, un ami de la famille. Mais si c'est approuvé, votre dossier d'aide financière pourrait changer de manière significative. Et mes parents, ai-je demandé. Elle m'a regardé fixement. Ils n'auraient plus le même accès à vos informations, et on ne s'attendrait plus à ce que vous dépendiez d'eux financièrement. Un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais à quitter mes poumons d'un coup. Je veux faire ça, ai-je dit. Quoi qu'il en coûte. J'en ai fini d'être leur ressource. D'accord, a-t-elle dit. Nous allons commencer les démarches. Quand je suis retourné à la lumière du soleil, le campus avait l'air différent. Pas magique, pas réparé, mais possible. Je suis allé directement au bureau des emplois étudiants. À la fin de la semaine, j'avais un entretien pour un poste à temps partiel pour ranger des livres à la bibliothèque et un autre pour travailler à l'accueil d'une résidence universitaire. Ce n'était pas glamour. Ce n'était pas suffisant en soi. Mais c'était quelque chose. Pendant que mon avenir était reconstruit à partir de zéro, l'illusion soigneusement construite de ma famille s'effondrait. Le ton des messages vocaux de ma mère a changé avec le temps. Les premiers étaient de la pure colère. Comment oses-tu impliquer des étrangers, a-t-elle claqué dans un message. Sais-tu comment ça nous fait paraître? Tu étales notre linge sale dans toute la ville. J'avais mentionné ce qui s'était passé à la conseillère et à un professeur de confiance qui avait accepté d'écrire une lettre pour mon appel. La nouvelle s'est répandue comme toujours dans les petites communautés. La fournée suivante de messages était des tentatives de culpabilisation. Nous avons tant sacrifié pour toi, a-t-elle dit. Penses-tu que nous voulions utiliser cet argent? Nous n'avions pas le choix. Tu es en train de déchirer cette famille. Puis est venue la panique. La banque n'arrête pas d'appeler, a-t-elle dit, la voix tremblante. Ton frère s'effondre. Il parle de recouvrement et de saisie. Nous ne serions pas dans cette situation si tu avais juste signé comme nous te l'avions demandé. J'ai écouté celui-là 2 fois, puis je l'ai supprimé. Les textos de mon frère oscillaient sauvagement entre le blâme et le désespoir. Tu as tout gâché. S'il te plaît, je t'en supplie. Signe juste celui-ci et je jure que je changerai. S'il m'emmène au tribunal, ce sera de ta faute. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas manger. J'ai merdé. D'accord. C'est ça que tu veux entendre? Règle juste le problème. J'ai tapé et effacé une douzaine de réponses avant d'envoyer la seule qui comptait. Moi, j'espère que tu changeras. Mais ça dépend de toi, pas de moi. Son dernier message est arrivé tard un soir. Frère, ils ont dit que si je n'établis pas un plan de paiement, ils peuvent saisir mon salaire quand j'aurai un travail. Je ne sais pas ce que je suis censé faire. Moi, trouve un travail. Fais un plan. Parle à un conseiller. Arrête de faire comme si ça t'arrivait au lieu de se produire à cause de toi. Il n'a pas répondu. Les jours se sont transformés en semaines. J'ai eu le travail à la bibliothèque. Je passais mes soirées à ranger des livres et mes matinées à remplir des formulaires et à écrire ma déclaration pour le CROSS. J'aime ma famille, ai-je écrit. Mais ils ont utilisé à plusieurs reprises mes ressources sans mon consentement pour résoudre des problèmes que je n'ai pas créés. Et quand je refuse de me sacrifier davantage, ils menacent de me mettre à la rue. Je demande à être évaluée comme étudiante indépendante afin de pouvoir poursuivre mes études sans être financièrement liée à leur choix. Je n'ai utilisé le mot « vengeance » nulle part. Mais en scellant l'enveloppe, j'ai réalisé quelque chose. C'était de la vengeance. Pas le genre dramatique des films avec des cris et des confrontations au tribunal. Un genre plus calme, où j'arrêtais de jouer le rôle qu'ils avaient écrit pour moi et commençais à écrire le mien. Où les conséquences dont ils s'étaient protégés atterrissaient enfin là où elles devaient être non pas sur moi, sur eux. Vous avez maintenant vu les premières fissures, la banque qui appelle, le CROSS qui écoute, le contrôle de ma famille qui leur échappe. Mais l'impact réel ne se fait sentir que plus tard, quand les décisions sur papier se transforment en changements dans la vie réelle, quand leur monde se rétrécit tandis que le mien s'agrandit lentement, et quand je dois décider quel genre de relation, si tant est qu'il y en ait une, je veux encore avec les gens qui ont vendu mon avenir. L'email du bureau des bourses du CROSS est arrivé un mardi après-midi pendant ma pause à la bibliothèque. Objet, décision de dérogation au statut de dépendant.
Ma main tremblait en l'ouvrant. Chère Léa, commençait-il. Après examen de votre documentation et de votre déclaration personnelle, le comité a approuvé votre demande de dérogation au statut de dépendant. Votre dossier d'aide financière a été recalculé sur la base de votre statut d'indépendante. Veuillez vous connecter à votre portail étudiant pour consulter la nouvelle attribution. J'ai lu les mots 3 fois avant qu'ils ne fassent leur chemin. Approuvé. Indépendante. J'ai eu du mal à me connecter, le cœur battant la chamade, puis j'y suis finalement arrivé. Les chiffres étaient différents maintenant, plus de bourses, plus d'aides subventionnées, moins de dépendance à la contribution parentale. Il y avait encore des prêts, encore des coûts, encore des problèmes pratiques. Mais pour la première fois, ma capacité à rester à l'école ne dépendait pas de si ma mère répondait au téléphone ou si mon frère évitait les ennuis. Je n'ai pas réalisé que je pleurais jusqu'à ce que mon ami apparaisse derrière le comptoir de prêt avec une liasse de serviettes en papier. « Bonne nouvelle » a-t-elle demandé. « La meilleure » ai-je dit en m'essuyant le visage. Ils m'ont cru. Je peux rester. Elle m'a serré si fort que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Ce soir-là, nous avons célébré avec des plats à emporter bon marché et un film que nous avons à peine regardé. J'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Pendant ce temps, la situation de ma famille continuait de se détériorer. D'après le peu que j'entendais, par les textos sporadiques et prudents de mon père et les mises à jour occasionnelles et réticentes des voisins, la banque avait refusé de restructurer sans cosignataire. Mon frère avait essayé de négocier mais n'avait rien pu offrir qui les convainque qu'il ne ferait pas à nouveau défaut. Les frais de retard s'accumulaient. Les lettres de recouvrement ont commencé à arriver. Le téléphone de la maison, qui ne sonnait presque jamais quand j'y vivais, est devenu un bruit de fond constant. Il n'arrête pas d'appeler pendant le dîner, a écrit mon père dans un message. Ta mère ne le gère pas bien. Je ne me suis pas réjoui. Je n'en avais pas besoin. Les conséquences naturelles qu'ils avaient essayé d'éviter faisaient exactement ce pourquoi elles étaient conçues, forcer la responsabilisation. Pour la première fois, mon frère ne pouvait pas se cacher derrière la phrase « on trouvera une solution ». Il n'y avait pas de « on ». Il y avait lui et les choix qu'il avait faits. Un soir, quelques mois après mon départ, mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu. J'ai failli le laisser aller à la messagerie vocale, mais quelque chose au fond de moi m'a dit de répondre. Allô ? Il y a eu une pause, puis une voix que je connaissais trop bien. Salut, a dit doucement mon frère. C'est moi. Je me suis adossé au mur, me préparant. De quoi as-tu besoin ? Pour une fois, il n'avait pas l'air en colère ou exigeant ou sur la défensive. Juste fatigué. J'ai trouvé un travail, a-t-il dit. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. À l'entrepôt près de l'autoroute A7, a-t-il ajouté. Ce n'est pas génial, mais c'est du travail. Ils ont dit que si je m'accroche, je peux gravir les échelons. Le salaire n'est pas suffisant pour tout couvrir, mais c'est un début. C'est bien, ai-je dit. Je suis contente que tu travailles. J'ai rencontré un conseiller financier, a-t-il continué. Ils m'ont aidé à mettre en place un plan de paiement avec les agents de recouvrement. Ça va prendre des années. Mon crédit est fichu. Je ne pourrai pas avoir mon propre appartement avant longtemps, ni une voiture, ni rien. Je suis désolé, ai-je dit, et je le pensais. Mais je suis contente que tu y fasses face. Il a laissé échapper un rire sans joie. Tu avais raison sur tout. Je n'arrêtais pas de penser que quelqu'un me sauverait à nouveau, qu'il trouverait un moyen. Maman pense toujours que c'est injuste. Elle n'arrête pas de dire, si tu nous aimais, tu aurais signé. Mon estomac s'est noué. Et toi ? Une autre pause. Je pense que si tu avais signé, a-t-il dit lentement, j'aurais continué à faire exactement ce que j'ai toujours fait. Et tu aurais été entraîné dans ma chute. Un silence s'est étiré entre nous, épais de tous les mots que nous n'avions jamais dits. Je suis désolé, a-t-il ajouté, la voix brisée. Pas seulement pour le prêt, pour tout. Je savais qu'ils utilisaient ton fonds. Peut-être que je ne connaissais pas les chiffres exacts, mais je le savais. Je les ai laissés faire parce que c'était plus facile, parce qu'à chaque fois qu'ils me choisissaient, je me disais que tu t'en sortirais. Tu t'en sors toujours, n'est-ce pas ? Tu es la forte. Tu peux le supporter. Il a dégluti bruyamment.
Il a fallu que tu partes pour que je réalise que tu n'allais pas bien, a-t-il dit. Tu étais juste silencieuse. Les larmes me sont montées aux yeux. Je ne te demande pas de me pardonner, a-t-il dit rapidement. Ni de revenir. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant et que j'essaie de me réparer, même s'il est tard. J'ai appuyé ma tête contre le mur, fermant les yeux. J'apprécie que tu me le dises, ai-je dit. Vraiment. Mais tu as raison. Ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Et la solution doit venir de toi. Je sais, a-t-il dit. Je voulais juste que tu saches que je ne te blâme plus. Cela seul ressemblait à un petit miracle. Après avoir raccroché, je suis restée assise là pendant un long moment, pensant à quel point la justice peut être étrange dans la vraie vie. Pas d'arrestation spectaculaire, pas de discours au tribunal, pas de grande confession et juste un gars en bottes à embout d'acier chargeant des palettes pour le salaire minimum, remboursant lentement l'argent qu'il avait dépensé comme si cela ne signifiait rien. Ma mère était plus difficile. Elle appelait moins souvent au fil des mois, mais quand elle le faisait, ses paroles étaient teintées d'un mélange fragile de fierté et de désespoir. « Tu as marqué ton point », a-t-elle dit dans un message vocal. « Tu as ton indépendance, ton aide, ton travail. Es-tu heureuse maintenant ? » L'étais-je ? Pas au sens des contes de fées. La vie était encore dure. L'argent était encore rare. Je travaillais encore tard le soir à la bibliothèque et vivais de nouilles instantanées plus souvent que je ne l'aurais voulu. Mais je me réveillais chaque matin en sachant que ce que j'avais ou n'avais pas m'appartenait. Il y avait une sorte de bonheur tranquille là-dedans. La première fois que j'ai revu mes parents en personne, presque un an s'était écoulé. Nous nous sommes rencontrés dans un café près du campus de Lyon, en terrain neutre. Ils avaient l'air plus âgés. Les cheveux de mon père étaient plus gris. Les épaules de ma mère étaient voûtées d'une manière que je n'avais jamais remarquée auparavant. Il y avait des rides profondes autour de sa bouche qui n'étaient pas là le jour où elle m'a dit qu'ils avaient vendu ma voiture. Un instant, j'ai failli ne pas les reconnaître comme les mêmes personnes. « Salut », a dit mon père, se tenant maladroitement. « Tu as l'air en forme. » Je ne me sentais pas en forme et épuisé par les examens et le travail, mais j'ai apprécié l'effort. « Merci. » Nous avons commandé des boissons et nous nous sommes assis. Le silence était lourd. « Comment vont les études ?» a demandé mon père. « Chargé, ai-je dit. Mais bien. Je suis en bonne voie pour obtenir mon diplôme. Le bureau du CROSS a été étonnamment utile. » J'ai laissé la phrase en suspens, un rappel sans accusation. Ma mère fixait son café. « Nous avons entendu, » a-t-elle finalement dit, pour la dérogation, pour l'appel. Les gens parlent. J'ai dit la vérité, ai-je dit. Si ça vous met mal à l'aise, peut-être devriez-vous vous demander pourquoi. Sa mâchoire s'est crispée, puis s'est détendue. Il y a des choses que je ferais différemment, a-t-elle admis. Les mots semblaient lui coûter quelque chose. Nous nous sentions acculés. Ton frère se noyait. Nous avons paniqué. Nous nous sommes dit que tu comprendrais, que tu nous pardonnerais. Que tu étais assez résiliente pour encaisser le coup. J'étais assez résiliente pour partir, ai-je dit. Il y a une différence. Elle a tressailli. J'ai beaucoup perdu, ai-je continué. Mes économies, ma voiture, ma confiance. Mais j'ai aussi gagné quelque chose, des limites, un avenir qui est le mien. Et je n'y renoncerai pas. Nous ne te le demandons pas, a dit rapidement mon père. Nous voulions juste tu nous manques. Nous aimerions faire à nouveau partie de ta vie, si tu nous le permets. J'ai étudié leur visage. Le vieil instinct d'adoucir, de rassurer, de prendre soin de leurs sentiments en premier a vacillé puis s'est évanoui. Je suis prête à avoir une relation, ai-je dit lentement. Mais ce sera selon mes termes. Vous n'avez pas votre mot à dire sur mes finances, mon éducation ou l'endroit où je vis. Il n'y aura plus de discours du genre on l'a fait pour ton bien alors que ce que vous voulez vraiment dire, c'est on l'a fait parce que c'était plus facile pour nous. Si vous ne pouvez pas gérer ça, alors nous n'irons pas plus loin. Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour une fois, elle n'a pas discuté. C'est juste, a dit doucement mon père. Je ne fais pas ça pour vous punir, ai-je ajouté. Je le fais pour me protéger. Ça peut ressembler à de la vengeance de votre point de vue, mais du mien, c'est de la survie. Les yeux de ma mère ont brillé.
Nous étions censés te protéger, a-t-elle dit. Et nous avons échoué. Voilà. Pas une excuse, pas une déviation à un aveu. Ça n'effaçait pas ce qu'ils avaient fait. Ça ne remplissait pas magiquement le compte ni ne me rendait les années où je me sentais comme un plan de secours. Mais c'était quelque chose que je n'aurais jamais cru entendre. Nous avons parlé un peu plus longtemps des cours, de mon travail, du travail de mon frère, de la maison qu'ils envisageaient de vendre parce que l'hypothèque et les agents de recouvrement étaient trop lourds. Il n'y a pas eu d'étreinte quand nous sommes partis, juste un signe de tête hésitant, comme si nous apprenions tous encore à exister dans cette nouvelle configuration. Sur le chemin du retour au campus, j'ai pensé à la fille que j'étais le jour de mon 19e anniversaire, debout pieds nus dans la cuisine pendant que ma mère faisait glisser un contrat de prêt sur la table et me disait que vendre ma voiture et vider mon fonds universitaire, c'était ce que fait une famille. Si je pouvais lui parler maintenant, je lui dirais ceci: vous n'êtes pas égoïste de refuser de vous immoler par le feu pour tenir les autres au chaud. Vous n'êtes pas cruel de laisser les conséquences atterrir là où elles doivent être. Vous n'êtes pas ingrate de vous éloigner des gens qui ne vous aiment que lorsque vous êtes utile. Parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas la destruction. Parfois, c'est de refuser d'être détruite. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien cassé. Je n'ai pas engagé mon avenir pour sauver des gens qui ne me sauveraient pas. J'ai fait mes valises. Je suis parti. Et au moment où la poussière est retombée, la fille qui, pensait-il, dirait toujours oui était devenue quelqu'un à qui il devait demander la permission. Si l'on vous a déjà dit de sacrifier vos rêves pour les problèmes de quelqu'un d'autre au nom de la famille, demandez.